Je voudrais vous entendre sur une autre information du jour qui vient de nous parvenir juste avant le début de cette émission. La France est le premier pays occidental qui va livrer des chars de combat à l'Ukraine. Il s'agit de chars de combat légers, mais il s'agit de chars tout de même. Il y a eu un entretien entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, c'est l'Élysée qui le dit. Le président a souhaité amplifier l'aide militaire française déjà apportée à Kiev en acceptant de livrer des chars de combat. C'est la première fois que des chars de conception occidentale sont fournis aux forces armées ukrainiennes. C'est vrai que jusqu'à présent, il y avait des chars tchèques, des chars polonais, donc de conception soviétique, qui avaient été modernisés et qui avaient été livrés. Première fois que des chars de conception occidentale sont livrés à l'Ukraine. Et Emmanuel Macron y voit le signe de la réaffirmation du soutien indéfectible de la France jusqu'à la victoire, répète-t-il, reprenant sa formule du 31 décembre au soir. Donc il s'agit d'AMX, on les découvre sur ces images, d'AMX 10 RC, char léger sur roues et non pas sur chenilles, donc très mobile, certes ancien mais performant, a fait valoir un conseiller. Ces chars au sein de l'armée française sont en train d'être remplacés très progressivement par le Jaguar. Est-ce que c'est une livraison importante pour l'Ukraine, Pierre ? Oui, c'est un événement, c'est une annonce très importante. J'avais évoqué cette hypothèse il y a plusieurs semaines quand il y avait le débat récurrent sur les chars lourds. Et c'est vrai qu'il y a un blocage par rapport aux chars lourds type Leclerc et les équivalents américains ou allemands. Et j'avais signalé qu'il y avait en dessous du char lourd des chars légers, et notamment que l'armée française avait des AMX-10 RC, RC pour roues canon, qui sont de conception ancienne des années 70, mais qui sont des blindés tout à fait efficaces, qui ont été modernisés. Je les ai vus sur tous les théâtres d'opération. Vincent les a vus en Afrique notamment, où c'était vraiment le fer de lance de l'armée française, notamment en Afrique. Et donc c'est une excellente nouvelle, parce que c'est vraiment des éléments qui peuvent permettre de faciliter des contre-offensives. Et derrière cette annonce, il y a quelque chose d'important. J'avais signalé à l'époque, les Américains, notamment le corps des Marines, ont des équivalents, si vous voulez, AMX-10 RC, un peu ce type de modèle, que les Américains sont aussi en train de remplacer. Et donc, si la France lance le mouvement et que les Américains embrayent là-dessus, c'est de nature à permettre vraiment aux Ukrainiens d'avoir sur le terrain, pour la construction, si vous voulez, d'opérations coordonnées multi-armes, un fer de lance suffisamment sophistiqué pour enfoncer les lignes russes et pas suffisamment lourd pour véritablement aller trop loin. Trop loin, c'est notamment la Crimée. Donc c'est une annonce importante. Certainement, il y a de la part du président de la République la volonté aussi, enfin d'abord, ça correspond à ce que la France fait, des volontés d'aider l'Ukraine, peut-être volonté aussi de reprendre un peu la main, entre guillemets, dans le paysage diplomatique et international. C'est une nouvelle importante. Et pour confirmer ce que vous disiez, dans le même temps, les Américains réfléchissent à livrer le même type de chars, des chars Bradley. Absolument. Bon, donc, par rapport aux chars de conception soviétique qui ont été livrés en masse, je crois, par la Pologne, par la Tchéquie et autres pays anciennement membres du bloc soviétique, est-ce que ça a le même impact au combat ? Non, c'est pas la puissance du canon n'est pas la même entre un char lourd qui a une puissance très 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 grande et qui a toute une électronique, une optronique de bord qui fait que ce sont vraiment des bêtes de guerre extrêmement puissantes. Là, on est dans une gamme plus faible, avec un canon qui est moins puissant. Je ne sais plus si c'est du 105 mm contre du 155 que les tankistes, les spécialistes de chars me pardonnent si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc moins puissant, moins d'informatique de bord, mais vraiment sur le terrain, les Ukrainiens n'ont pas cette gamme-là. Et en fonction du nombre qui pourra être livré. Par ailleurs, c'est d'emploi plus simple que les chars Leclerc et les chars lourds qui demanderaient des mots, en dehors du problème politique et du problème aussi que ça nous priverait d'armements majeurs qu'on n'a pas en nombre considérable. La formation sera beaucoup plus rapide. Et donc vraiment, je trouve que c'est une décision très intéressante, très pertinente. Et les Ukrainiens, là, vont avoir un outil, un étage de plus supplémentaire dans leur gamme. Et je pense que les Russes vont apprendre à connaître à la fois le Bradley et la MX-10 RC. Ouais. Et pour tous les militaires français qui ont
qui connaissent par cœur ce type de matériel. C'est une très bonne chose. Ça va sans doute pousser aussi au remplacement du Jaguar, qu'on a vu de mémoire le 14 juillet dernier pour la première fois sur les Champs-Élysées, qui va venir en remplacement de l'AMX-10 RC. Donc c'est une excellente décision. Et je pense qu'il y a certainement d'autres pays, peut-être Espagne, Italie, d'autres pays qui ont des matériels de ce type-là. Donc la France, je dirais, impulse quelque chose d'intéressant. Oui. Et voilà, impulsion française. Oui. Impulsion française, on a beaucoup dit que ça se passait du côté américain et que ça se passait du côté britannique quand il s'agissait de l'Europe. Visiblement, là, la France donne l'impulsion. Commentaire, Vincent ? Alors, tout simplement, même si effectivement cette livraison aura le mérite de compléter le spectre matériel de l'armée ukrainienne, on se souvient que Kiev insistait pour avoir la gamme au-dessus, c'est-à-dire l'Abrams américain, le Leclerc français, le Léopard allemand, qui en termes à la fois de qualité du blindage, de calibre et de portée, sont un ton au-dessus. Mais je crois qu'effectivement, j'en finis à me demander parfois d'ailleurs si le président Zelensky ne réclamait pas des Leclerc pour avoir des AMX et donc des Abrams pour avoir des Bradley. Il a parfaitement conscience que c'est un atout. Je me pose une petite question en termes de délai de livraison et de météo. Parce que on annonce une vague de froid dans les semaines qui viennent en Ukraine, puisque jusqu'à maintenant, l'hiver a été relativement clément par rapport aux températures habituelles. Or, on sait bien qu'un engin chenillé peut parfaitement opérer sur terrain durci par le gel. Un engin à roues, qu'en sera-t-il ? Je me demande si on est plus là dans la projection du printemps et non pas dans les combats du moment. Vous avez raison, Vincent. Et puis, de toute façon, il y a la formation. Oui. Et la formation à l'MX-10 RC et à la combinaison avec les Bradley et avec d'autres. C'est ça la difficulté et l'intelligence ukrainienne, c'est qu'ils n'arrêtent pas de travailler sur des matériels différents. Donc, effectivement, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais vous comprenez, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus rustique. Oui. Et étant plus rustique, c'est plus facile aussi. Parce que vous voyez bien la difficulté qu'on a au bout de 10-11 mois, c'est les pièces de rechange, c'est l'approvisionnement, c'est tous ces éléments-là. Et là, on a du côté des ateliers militaires ukrainiens des savoir-faire qui seront capables de s'adapter, d'être formés en France sur ce type de matériel. C'est un débouché tout à fait intéressant pour les stocks d'AMX-10 RC. Alors évidemment, pour les unités de blindés françaises qui l'ont encore en dotation et qui n'ont pas encore le Jaguar, il va falloir gérer cette histoire, surtout que c'est très compliqué, puisque vous savez que les régiments n'ont plus leur matériel. Ce sont des parcs où ils se retrouvent regroupés, et quand le régiment part en opération, il va chercher ses blindés, ou quand il va à l'exercice, il va chercher ses blindés. On n'en a pas des quantités industrielles. Mais voilà, non, mais effectivement, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais voilà, c'est un très beau signal politique, et ça a du sens sur le plan militaire. Oui, juste un mot, on constate que du côté ukrainien, on privilégie le côté opérationnel, l'efficacité sur le terrain, alors que du côté russe, on nous annonce des armes extrêmement sophistiquées dont on voit bien que l'utilisation est compliquée, le risque politique est majeur, et ce risque politique, il n'est pas à prendre. Donc la position ukrainienne que semble suivre, y compris Washington, et la décision du président de la République française va dans ce sens, c'est le caractère opérationnel rapide, sans que pour autant on arrive à une guerre OTAN-Russie ou quelque chose qui pourrait complètement déraper et échapper aux protagonistes. Donc c'est vraiment, là on peut s'interroger sur le côté tactique des Ukrainiens qui, depuis le début, sont dans l'opérationnalité, on l'a vu tout à l'heure, alors qu'en face, on fait du gros bras avec des résultats qui sont extrêmement décevants. Simplement, pourquoi pas plus tôt ? Parce que ça a l'air simple, donc dit comme ça, la France va se doter d'un nouveau char de la même gamme, entre guillemets, les Jaguars, donc elle n'aura moins besoin de ces AMX. Pourquoi n'a-t-elle pas décidé de les livrer plus tôt ? Autrement dit, est-ce que c'est une arme sensible qui, comme les missiles ATACMS américains, ce type de missiles, ou comme les chars lourds, Vincent le rappelait, les Léopards allemands, les Leclerc français, les Abrams américains, est susceptible, d'après la Russie, de nous faire entrer dans la catégorie des belligérants ? Bon, alors là, j'allais faire un geste en disant on s'en tape. Mais comment dirais-je, le sujet, c'est pas de savoir comment les Russes vont réagir. C'est pas le problème. Mais il est normal que les responsables politiques, en l'occurrence le président de la République, chef des armées, aient une réflexion, une maturation sur ce type de problème, et puis une étude de faisabilité
qui est faite notamment par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, par le chef d'état-major des armées, sur qu'est-ce qui va se passer pour les unités qui vont ne pas avoir encore le Jaguar et qui vont être privées de la MX-10 RC. On en a combien de disponibles? Les ateliers pourront fonctionner comment? Parce que ce sont des matériels qui vont aller au combat non-stop, une fois qu'ils vont être livrés aux Ukrainiens. Bon, est-ce qu'on va avoir... Comment on fait pour accueillir donc, ces cavaliers ukrainiens pour pouvoir les manœuvrer et les utiliser? Voilà, donc il n'est pas normal qu'il y ait à la fois une réflexion politique, stratégique, et puis vraiment militaire de faisabilité de la chose, qui rentre aussi dans toute la réflexion sur laquelle on va déboucher dans quelques mois, sur la nouvelle loi de programmation militaire. Vous savez que la France, le président de la République, a mis l'industrie d'armement, l'industrie de défense en économie de guerre. On n'en parle pas beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a une pression très très forte. Donc il faut réfléchir à tous ces équilibres, et donc il n'est pas normal que ça ait pris plus de temps. Alors est-ce que c'est coordonné avec les Américains par rapport au Bradley? Je ne sais pas, mais on peut avoir ces éléments-là. Mais on voit bien que depuis le début, rappelez-vous les débats des premières semaines sur la question de savoir si, au-delà du missile Javelin, qui était défensif, après on passait à l'offensif. Oui, vous savez, on a franchi les paliers les uns après les autres. Sauf que l'équipage de chars russes qui se prenait un Javelin dans la tronche, lui, il ne faisait pas la différence entre le défensif ou l'offensif. Mais voilà, on a progressé avec les opérations. En tout cas, il y a non pas un virage, mais une inflexion française dans les paroles, avec cette déclaration d'Emmanuel Macron. Nous serons avec l'Ukraine jusqu'à la victoire, et dans les actes, avec aujourd'hui la livraison de ces chars légers. On avance, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, mais David, il ne faut pas oublier que les Russes ne sont pas en démocratie, nous sommes une démocratie, et donc nos dirigeants ont besoin de s'assurer d'une opinion publique qui la suive, parce que et il est évident que le président aurait pu se dire si j'avais pris cette décision 2, 3, 4 mois plus tôt, l'opinion publique, non seulement française et européenne, mais il faut aussi s'allier, enfin en tout cas se coordonner avec les Américains, et ça c'est un point important. Oui, bon. En 10 secondes, il me semble quand même qu'il y a eu un marqueur qui a présidé à cette inflexion que vous soulignez, David, c'est les campagnes systématiques de matraquage des infrastructures civiles et énergétiques touchant les grands centres urbains. Je crois que ça a, d'une certaine manière, déverrouillé quelques inhibitions qui pouvaient persister. Bien sûr. Oui.